Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 13 janvier déjà. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour. Ravi de vous avoir, merci d'être là ce matin. On va parler théâtre avec vous, avec une pièce formidable, très subtile, très fine, très drôle, à la fois tendre et drôle, mais on va en reparler. Le jour du kiwi, ça a été capté en juin dernier, ce sera diffusé sur C8 samedi soir à 21h10. On a eu la chance de pouvoir la voir avant, et c'est donc une pièce qui est avec votre fils Gérard Jugnot, Laetitia Colombani et Elsa Rosenknop. On en parle dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, vous avez vu que les hommes politiques sont de plus en plus sur TikTok, les ministres sont sur TikTok, sur Instagram, et on s'est demandé si la campagne politique allait se faire sur les réseaux sociaux, et est-ce que les hommes politiques ont raison de quitter les médias pour aller sur d'autres. Ils ne les quittent pas vraiment, mais ils complémentent. Oui, absolument. Et puis, ça leur permet de faire différents messages, plus ou moins ridicules, parce qu'ils maîtrisent plus ou moins TikTok, certains. Oui, à 77% pour nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, c'est quoi la question? Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison d'aller sur les réseaux sociaux. Et non à 23%. D'accord. Parce que Yannick Jadot, en fait, va lancer sa chaîne Twitch. Exactement. Vous savez ce que c'est, Twitch? Oui. Gérard Jugnot, c'est le truc, comment il s'appelle, le type de François, un champion. Oui, voilà, il fait ça. Comment il s'appelle Samuel Etienne. Voilà. Donc le candidat écologiste a proposé des programmes 4 jours par semaine, dont une émission interactive animée par Sandrine Rousseau ou Cédric Villani. Vous y êtes, vous, sur les réseaux sociaux? J'ai un petit truc Instagram parce que j'avais été piraté, donc on m'a dit fais-le pour occuper le terrain. Je poste quelques conneries de temps en temps, ou des bandes annonces, mais enfin je suis pas très actif. Il y a des faux profils, Gérard Jugnot? Ah oui, il y a un type. Non, j'ai fait ça parce que j'avais fait une émission qui s'appelle LOL sur Amazon. Là, il m'a demandé de faire ça. Ah, super. C'est un truc assez fou là. Ouais. Et donc j'ai fait ça parce qu'il y avait un type qui est encore sur Twitter. Plein de gens m'ont dit tiens, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu, mais je dis bah non, j'y suis pas. Et le type avait même fait une collecte pour une bonne œuvre. Enfin non, c'est un scandale. Mais ça vous arrive tout le temps parce qu'il y avait l'histoire du supermarché qui avait donné le film qui allait j'ai même vu une pub. Maintenant, il y a des trucs, les mecs font des pubs sur internet, ils prennent ta photo et ils portent des volets roulants et puis hop, on peut rien faire en plus même. Je crois que Laurence Boccolini, elle a attaqué. Je crois que vous pouvez le faire, mais c'est vrai que oui, mais c'est très fuyant parce que c'est des mecs qui font ça juste pendant 8 jours, hop, ils disparaissent. Mais c'est vrai que vous aviez été victime d'une usurpation d'identité. C'était un peu de ma faute. J'avais cherché un sosie à l'époque, il n'y avait pas le numérique. Je voulais être à la fois metteur en scène et acteur dans un film dans Pinot. Et donc je suis tombé sur un type qui était assez gentil, mais ça lui a tourné la tête. Et, vous l'aviez rencontré? C'est moi qui l'ai trouvé. Incroyable. Et heureusement, il me ressemblait. Il a fait le supermarché en disant. Il mettait des Ray-Ban, et c'est vrai que les Ray-Ban, il me ressemblait, mais l'avantage, c'est qu'il parlait comme ça un peu. Donc là, ça m'a sauvé. D'ailleurs, je voulais faire un sketch avant quand je faisais des choses. T'as un mec qui râle, Junio, il me ressemble plus depuis qu'il a coupé sa moustache. Mais c'était assez troublant d'ailleurs, sur un certain profil, il me ressemblait. Et il animait dans les supermarchés. Mais il y a une agence comme ça qui invite des sosies. Mais lui se faisait passer pour vous. Il disait qu'il est un petit peu. Il gagnait un petit peu d'argent autour de ça. Voilà, la télé, vous la regardez? Vous regardez les plateformes? Vous regardez quoi? Moi, je regarde C'est à vous le soir, parce que je trouve que c'est assez divers. Et non, je regarde beaucoup, comme tout le monde, les séries. Les séries, mais en replay. En replay, quoi. Je suis à la demande surtout, donc je suis pas très très bon pour le bilan carbone, mais il y a des séries formidables. Moi, je suis très très veuf de Succession qui s'est arrêtée. C'est ma sonnerie portable. De Valérie. C'est un truc de fou. La musique est géniale. Non, mais et puis avec des acteurs qu'on ne connaît pas. Et non, il y a des trucs. Là, j'ai vu un truc terrible là, sur l'Oxycontin, là, avec Michael Keaton, avec un truc formidable sur Disney+. Sur Disney+. Ah oui, vous avez toutes les plateformes. Je l'ai pas vu. Un truc sur les mecs sur un labo pharmaceutique. Sur les médicaments. Un médicament qui a rendu totalement accro. Doper quelque chose.
Et c'est formidable, c'est un truc terrible. Mais c'est addictif, très hein, intéressant. c'est vrai que quand ça se termine, on se sent. Oui, mais nous, on ne fait pas. S'il y a une expression quand on se fait toute la nuit. Drinking, non, nous, on s'en fait un ou deux, et puis on te les garde. Un peu. Oui, mais quand c'est fini, c'est. Mais bon, là, en ce moment, je regarde tous les films pour des Césars. Ah oui. Que vous recevez et que vous devez regarder pour voter. Oui, parce qu'il y a une plateforme qui est plutôt bien faite, quoi. Donc. Oui. Vous nous l'enverrez? Non, c'est du piratage. Non, c'est du piratage, je plaisante. Stéphane, alors vous adore, il dit j'ai adoré son dernier film pour y gâter un bonheur et toujours une leçon de vie. Ça, il s'est passé un truc formidable pour y gâter. C'est qu'en fait le film a fait un petit succès, puisqu'on a fait 450 000 entrées, ce qui est par les temps qui courent, dans les entrées Covid, c'est plutôt bien. Et le film est passé un peu inaperçu. Enfin, on n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir. Voilà. Et ils l'ont vendu sur Netflix Monde, parce que sur la France, ça passera pas. Tout ce qui est francophone, c'est resté. Ça passera dans 3 ans, je crois. Mais sur le Monde, on a fait, ce que je vous disais en antenne, je crois 55 ou 60 millions d'heures. C'est-à-dire que le film a été vu, je reçois des trucs de Bolivie, du Mexique, de Hong Kong. C'est dingue. C'est vrai qu'il y a une pénétration pour l'étranger qui est assez formidable pour les plateformes. Parce qu'il y a eu, je lisais qu'il y a eu 17 millions d'entrées pour les films français à l'export, mais là, nous, on a fait 55. Incroyable. C'est extraordinaire. Millions, c'est fou. Quoi. Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. C'est la grève dans l'éducation nationale. Alors une des raisons, c'est la cacophonie dans les mesures sanitaires. Alors cacophonie, c'est ce qu'a subi Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a visité cette école où ils ont tenté de lui souhaiter bonne année en chanson. Vous allez voir, ils n'ont pas eu Clément Mathieu, des choristes, pour les entraîner. Je l'ai vu, ça. C'était dans le Quotidien hier. Ah bon ? Ce qui résume le mieux la politique sanitaire du gouvernement dans les écoles, ce sont les élèves eux-mêmes face à Jean-Michel Blanquer. Voici une allégorie de la fluidité. Bonne année à toutes les choses que j'espère que tu vas faire. Bonne année à tous ceux qui m'aiment et quand même à tous ceux qui ne m'aiment pas. Très bien, pas mal. Et je vous propose, on va le refaire, parce qu'il y en a qui parlent plus vite que d'autres. Ouais, on va refaire un protocole. Voilà pour restons à l'école avec Éric Zemmour. Bon, avouons qu'il est pas très fan des bronzés, mais plutôt des choristes. Hier sur BFM, il a réclamé le retour de la blouse. C'est un symbole. C'est un symbole de quoi? 2 choses. 1, l'école est un sanctuaire. Donc on oublie la mode, etc. Et 2, on supprime les différences sociales. Je trouve ça assez beau, moi, derrière la blouse, ou même l'uniforme, vous avez raison. C'est la même logique, en vérité. C'est les enfants sont tous les mêmes, sont tous égaux. Ils sont là pour apprendre, pour... vous savez, Hannah Arendt a une très belle formule, elle dit que chaque génération d'enfants est une génération de barbares qu'il faut civiliser. Et nous avons oublié depuis 30 ans, depuis 40 ans, de les civiliser. Allez-y, ça vous fait sourire. L'expression, la citation d'Hannah Arendt n'est pas fausse. C'est vrai que l'enfant n'est pas de... Les mômes sont de droite et sans humour. Voilà. Et la tenue façon choriste, la blouse, vous qui avez connu ça dans les choristes? Pas Oui. que dans les choristes, si. Je suis pas d'accord avec monsieur Zemmour. dont vous parlez là, mais je trouve que l'uniforme c'est pas si mal. Quoi. J'ai fait un film là qui s'appelle Le Petit Piaf. On a mis des uniformes, c'est plus joli à l'image. C'est vrai que c'est joli quand on va dans des pays où il y a des uniformes. En Angleterre, ils ont tous la cravate, les filles et les garçons. Et hier, Brigitte Macron était l'invitée du Trésor de TF1, interrogée par Jacques Legros sur les rumeurs qu'il la disait homme. Et elle a répondu. Bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça m'a permis encore de me rendre compte, puisque ça fait 4 ans et demi que je suis dessus, que je demande pour les mineurs. Hein, vous me confirmez que vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce que il faut les captures d'écran, il faut l'intégralité des propos rapportés. Donc, en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. Il y a 3 niveaux. Il y a ceux qui émettent, il y a ceux qui relaient et il y a ceux qui hébergent. Mais donc, il faut ratisser large. Et pour finir, dans cet avou, le philosophe Raphaël Enthoven est revenu sur la mort des frères Bogdanov, dont il était très proche, et pour lui, le coupable est tout désigné. Ça me brise le cœur. Écoutez, ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Après, l'argument d'Igor Bogdanov qui était de dire on attend d'autres vaccins, etc. Moi, j'y crois pas. Ils étaient hermétiques à l'idée même de vaccins. Donc, c'est donner des contours scientifiques à ceux qui, chez eux, pour le coup, ça n'est même pas trahir un secret que de le dire, relevait objectivement de la phobie. Voilà, ils n'étaient pas anti-vax, hein.
Ils n'étaient pas prosélytes, c'est ça que je veux dire. Ils n'étaient pas prosélytes, mais pour eux-mêmes, ils ne se sentaient pas concernés par ça. Ils ont adhéré aux paroles de Didier Raoult et aujourd'hui ils sont morts. Je pense qu'ils sont aujourd'hui en désaccord avec eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour du vaccin ? Moi, je l'ai écouté hier, je trouve qu'il est d'une grande intelligence et d'une grande clarté. Raphaël Enthoven, oui. pas Didier Raoult. Oui. Et je suis assez d'accord avec lui. Oui, c'est. Mais je le dis pas trop fort parce que on se fait injurier. Oui, on va se faire. Ça veut dire que la parole n'est plus libre, ce qu'il disait Raphaël Enthoven aussi. Oui, c'est ce que même disait après Xavier Nayel. Il disait que dès qu'on n'est pas d'accord, on est menacé de mort. Enfin, c'est quand même fou, quoi. On peut être pas d'accord. En plus, qui est-ce qui menace de mort? C'est pas les vaccinés. Hein. Non, pas vraiment. Voilà, ça y est. Ça y est. Ça va être. Non, mais moi, j'étais au lycée Pasteur, donc je ne crois pas à la vaccination. Hein. Ouais. Votre actualité, c'est cette pièce qui va être diffusée samedi sur C8, formidable pièce qui s'appelle Le Jour du Kiwi. C'est un spectacle qui n'a jamais été diffusé, hein, on le dit, c'est inédit. Vous jouez aux côtés de votre fils Arthur Junio, qui joue votre fils dans la pièce, Laetitia Colombani, qui a écrit cette pièce, romancière, et je ne savais pas qu'elle était c'est tiré d'un fait réel. Oui, c'est tiré d'un fait réel. Et Elsa réalisatrice, oui, et Elsa Rosenknop. Et donc c'est une, c'est une pièce. On n'a pas trop envie de dévoiler. Il y a un suspense. Il y a un suspense, mais vous êtes un homme seul, vous avez perdu votre femme, vous êtes procédurier, c'est très drôle. Ça commence par votre classeur dans lequel vous gardez toutes les lettres que vous avez envoyées pour vous plaindre à la SNCF, à la Terre entière, pour une boîte de chocolat. Oui, mais il y avait quand même une dent dedans. Il y avait une dent dedans. Humaine, une molaire de surcroît. Voilà. Et votre fils qui est pilote, qui vient déjeuner avec vous. Voilà, ça c'est le début de la pièce. Et puis il y a quand même un rendez-vous chez votre psychiatre. Une psy à qui vous expliquez que... Oui, c'est une pièce qui est assez étonnante, parce qu'elle est assez drôle, en même temps elle est assez profonde, très finement écrite. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. La mise en scène de Ladislas Chola est patente. Et c'était quelque chose... En fait, c'était à la fin de... quand les théâtres étaient fermés, tout ça, mon fils qui dirige 2 théâtres, je lui dis tiens, depuis le temps que tu me tannes pour jouer un truc, j'avais retrouvé cette pièce qu'on m'avait proposée, et je lui dis tiens, faisons ça, et c'était une manière de pouvoir faire un peu de théâtre, bien que les salles soient fermées. Donc ça a été un plaisir de faire ça. Et puis Ladislas, là que je connaissais pas, qui est un très grand metteur en scène, l'a dépoussiéré, et on a découvert une pièce assez formidable. Je l'avais aimée en la lisant, mais en la jouant, je me suis aperçu qu'elle était très très riche, et tout ce que j'aime, c'était avec des beaux personnages, à la fois des choses très drôles, très très pathétiques, profondes, très profondes. Alors c'était compliqué parce que jouer avec mon fils, ça fait longtemps qu'on nous demande de faire ça. Il fallait aussi qu'il soit légitime. Maintenant, il a bien prouvé qu'il avait pas le côté fils d'eux. Mais c'est quand même compliqué parce on parle de sa mère, qui est pas sa vraie mère dans la pièce, qui est morte. Elle n'est pas morte, sa mère. Il y a des conflits qu'on a qui sont un peu vrais dans la vie. Surtout le confinement était un peu compliqué avec lui. Mais vous étiez confiné avec votre fils. Oui, c'est lui qui s'est confiné avec nous. Mais bon, alors ça. Et puis, il y a des choses qui résonnent. C'est pas facile parce que moi, j'avais refusé de faire 10% parce qu'il voulait qu'on fasse ça avec Arthur tous les deux. Mais je disais à Besnéard, moi, je veux bien jouer un con, mais il s'appelle Batignolles ou Pinault ou Bernard Morin, mais pas Gérard Jugnot. Donc là, c'est pareil. Il s'appelle pas, c'est pas moi. Mais il y a quand même des choses qui nous lient. Alors, c'est vrai que pour les gens de l'extérieur, c'est assez touchant parce qu'ils voient, on se ressemble quand même un peu. Donc, c'est mon vrai fils. Là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Mais il y a le personnel qui se mêle dans la relation que vous avez forcément avec votre fils. Il y a forcément des choses. Mais je crois que pour les spectateurs, c'est pas un problème. Au contraire, c'est même très agréable. Mais pour vous, à jouer. Mais pour nous, c'est même ça lui, que... vous en avez parlé ou pas? Oui, non, lui était très content parce qu'il pouvait m'engueuler dans la pièce. Mais d'ailleurs, on va la rejouer en janvier de l'année prochaine, parce que, enfin, pas là, le 23. Parce que quand même, la pièce, on l'a pas explorée entièrement. Elle est vraiment
bien faite. Et puis la captation de Dominique Thiel est super. Et super. Et puis il y a ces décors qui bougent. Non, c'est un vrai petit bijou. Et l'accueil, on l'a joué 6 fois, quoi. L'accueil a été tellement fort qu'on s'est dit, c'est un peu bête de. D'abord, il l'a capté, ça c'est une bonne chose, mais on va sans doute la rejouer pour l'explorer autrement. C'est un bon acteur, votre fils? Oui. Oui, c'est très compliqué de le dire, parce qu'immédiatement, si je disais à mon fils, il est nul, c'est un mauvais acteur. Non, je peux pas dire. Moi, quand il m'a dit qu'il voulait faire l'acteur, j'étais un peu embêté. Parce qu'entre vouloir et pouvoir, et puis je l'avais fait tourner dans Meilleur Espoir des petits trucs, je l'ai un peu torturé sur une petite scène, il avait un petit rôle, je lui ai demandé des antennes, puis il l'a fait génialement, et puis voilà, je me dis, oui, bon, il est fait pour ça. Et ça. dans Les Bronzés 3, il joue également. Il était votre fils homosexuel. À quel âge il vous a dit qu'il voulait être acteur? Il foutait pas grand-chose au lycée, il était dans une école internationale, donc au moins il était bilingue. Et puis d'un seul coup, il est allé chez Perry-Monique, un très bon cours qui n'existe plus malheureusement. Et là, il est devenu accro au boulot. Il a commencé à lire, à s'intéresser à plein de choses, et il est devenu un super acteur et surtout un grand directeur d'acteur de théâtre. Qui s'occupe du théâtre à Avignon. Absolument, on le connaît bien sur Sud Radio. Il fait plein de choses. Donc je suis assez fier de lui. Ça vous aurait embêté s'il avait pris un pseudo? Oh non, non mais lui, je lui ai dit d'ailleurs, pourquoi tu prends pas un pseudo, tu vas te faire emmerder. Parce que, on va dire fils de. Et il m'a dit, écoute, si je prends un pseudo, les gens diront, en fait, vous vous appelez vraiment. Bon. Vous assumez pas. Non, il s'en fout complètement. Lui, enfin, je crois que ça lui a posé quelques problèmes parce que il y a des gens qui mettent dans des cases, mais comme il fait du théâtre public, enfin pour le public, pas public, ça lui pose pas de problème plus que ça. Il y a un mélange de fierté et puis de rentre dedans parce qu'il me ménage pas, mais en même temps je sais qu'au fond il est assez fier. Donc, on a un auditeur qui dit c'est dans la lignée des Brasseurs. Voilà, c'est une famille de comédiens dans la lignée des Brasseurs. Dans la pièce, on parle de la maladie et de la vieillesse. La maladie, c'est quelque chose qui vous fait peur? On parle d'Alzheimer dans la pièce. Oui, qui n'a pas peur de ça. En plus, moi, je vois des gens que je connais qui la glissent, quoi. Mais non, moi, j'ai plus peur de la fin. Quand on se quitte, ça m'a jamais laissé tranquille, cette histoire que ça s'arrête. Ça s'arrête, Mais bon, si ça s'arrête pas, c'est terrible aussi. Donc on y pense ou on n'y pense pas? Vous y pensez? J'ai fait ce métier pour essayer d'y penser moins, d'y trouver une solution, de savoir qu'est-ce que je fais ici. Et c'est vrai que le rire est une chose importante, quoi. Vos camarades du Splendide, vous n'échapperez pas à la question. Vous les voyez, vous êtes toujours en contact avec eux. Là, j'espère tourner avec Thierry dans mon film. J'ai vu Christian là, quand je tournais en Belgique. J'ai été voir la pièce de Josiane. Non, on se voit. C'est quand même un miracle que tout le monde ait du travail et qu'il n'y en ait pas un qui... miraculeux ou le talent, c'est-à-dire que ça a été, mais souvent, ça a été une troupe exceptionnelle. Dans des troupes, il y en a un ou deux ou trois qui émergent et puis les autres... C'est parce qu'on a toujours été un groupe d'individualistes, quoi, un collectif d'individualistes. Donc chacun... vous n'étiez pas une vraie troupe, alors? Si, mais il n'y avait pas de chef, quoi. Il n'y avait pas un directeur de troupe, comme il y a dans toutes les troupes, comme il y avait Romain Bouteille et le Café de la Gare, Coluche et le Vrai Chic Parisien. Nous, on était en triumvirat au moins. Et donc, puis avec des personnalités, des individualités. Donc on a dit nous pendant 10 ans, et après on a dit je, parce qu'on avait envie aussi de dire. Et quand on s'est retrouvés pour dire nous de nouveau, c'était très, très joyeux. Et quand on se revoit, c'est toujours très joyeux. Et Dieu sait si on a des différences de carrière, d'opinion. Alors Stéphane voudrait savoir quel est le film, peut-être le moins connu, dont vous êtes le plus fier ou qui vous a le plus touché. Quel est le film qui pour vous est le plus important? Enfin pas fiers, on est toujours touchés par des films qui se sont pris des taules. Donc moi j'ai eu Sans peur et sans reproche, qui était mon plus gros, et qui est devenu maintenant un film un peu culte. Complètement. Et puis il y a eu Rose et Noir, qui est là vraiment un film sur l'intolérance, où j'ai été traité avec une grande intolérance. Et vous, c'était vraiment un projet qui vous tenait à cœur. Oui, et puis on s'est fait chier pour le faire. C'était alors que les gens aient dit ça méritait pas. Enfin, vous savez, moi je dis toujours,
ça me pose pas de problème qu'on dise que j'ai pas de talent, mais au moins qu'on dise que je travaille, quoi. Ouais, vous avez fait le boulot, vous continuez à tourner, vous dites, Oui. vous venez de terminer un film, non mais à tourner et à réaliser, c'est ça qui est là, je viens de formidable. faire un film, j'ai fait un film il y a un an, qui sortira Noël prochain, avec Marc Lavoine et le petit Sohan, qui avait gagné, qui est un très joli film, un peu, pas musical, mais un peu dans la... Enfin, c'est un cousin des choristes, quoi. Mais d'ailleurs, on l'a présenté 2 fois. On a eu le prix du public à la Baule, donc j'espère qu'il aura un bon accueil. Mais le film est très touchant et on a tourné à La Réunion que j'adore. Et puis là, je viens de terminer un scénario que j'espère faire bientôt. Et vous tournez plus de pubs, parce que ça, vous aimez bien. Vous aimez bien. J'en ai fait plein. Ouais, vous en avez fait plein des pubs. J'en ai fait au moins 200 ou 300, mais non, c'est trop dur. Vous avez fait plus de 200 pubs, Oui, mais je faisais des trucs pour le loto. Il y en avait 10 d'un coup, quoi. C'était des petits films, c'était rigolo. Moi, j'ai appris mon métier aussi. J'ai continué à apprendre mon métier de cinéaste là-dessus. C'était agréable. Puis c'était plutôt que de faire des films, fiscaux. Oui, pour gagner de l'argent. Payer les impôts, je faisais de la création pub, et ça me payait, ça remboursait mes dettes ou ça faisait tourner ma société. Alors Junio est l'un des derniers acteurs français qui m'amène au cinéma. Bravo pour cette carrière. Beaucoup de compliments, beaucoup de compliments en tout cas. Et c'est vrai que vous êtes un acteur qui parle aux Français, qui fait partie. Qui a une gamme de jeux sur la tristesse, le rire. Et c'est ce qu'on retrouve dans la pièce. Justement, c'est une vraie belle partition dans cette pièce, le jour du kiwi, parce qu'il y a de l'humour et en même temps, ce que je disais, il y a de la tendresse, mais il y a de la profondeur, ça dit quelque chose. Oui, c'est quelqu'un qui est encombré, qui est enfermé dans sa solitude, dans son aigreur, et qui va redécouvrir, qui va repartir, quoi. Et il ne faut pas en dire trop. C'est ça qui me touchait, moi, que j'ai toujours fait dans mes films. Enfin, c'est souvent l'histoire d'un mec qui tombe et qui remonte, qui touche le fond et qui va remonter, et je dis toujours qui guérit son mal de vivre. C'est la vie qui lui guérit son mal de vivre. Ouais. Bah écoutez, on sera, en tout cas, je vous le conseille vraiment de regarder la pièce. Elle a été captée au théâtre Édouard VII en juin dernier. Donc Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, Laetitia Colombani qui a écrit la pièce et s'est inspiré d'une histoire vraie. Et Elsa Rosenknop également dans cette pièce. Vraiment à voir. Merci Gérard Jugnot d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler du numéro de complément d'enquête ce soir qui risque de faire beaucoup de bruit à propos de Mimi Marchand, Michel Marchand. À tout de suite. Merci à vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.